Putsch est allé à la rencontre d'Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du mouvement En Marche. Dans un long entretien, nous avons abordé avec la députée le rapport sur l'accès à la culture autour de 60 propositions qu'elle a remis au Premier ministre. Pour cela, quel meilleur endroit que la brasserie Le Bourbon, ce lieu incontournable face à l'Assemblée nationale où les discussions vont bon train entre les députés avant de siéger. Accès à la culture, audiovisuel public, passe culture, rôle des artistes auprès des scolaires, place du spectacle vivant, mais aussi la culture comme facteur d'un destin commun et comme un gage d'émancipation. Toutes ces questions ont été abordées dans ce long entretien que nous vous proposons en podcast enregistré à la brasserie Le Bourbon avec Aurore Berger. Quelle est la genèse en fait de ces 60 propositions et surtout quel est leur avenir? C'est la question, quel est l'après sur ces propositions-là? La genèse, en fait, c'était de repartir tout simplement de ce qu'on avait porté pendant la campagne présidentielle, où en effet, le cœur même du projet du président de la République, enfin à l'époque candidat, c'est ce qu'on avait appelé la lutte contre les assignations à résidence. Comment on fait pour s'extraire, au final, de la condition, la situation initiale qui est la nôtre, quel que soit le territoire sur lequel on est, ou les entraves initiales qu'on peut avoir. Et en socle, il y avait l'éducation et la culture. Parce que, évidemment, tout part de là. Et les deux sont complètement joints. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais souhaité intégrer la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, parce que pour moi, c'était vraiment le socle de ce qu'on avait porté auprès des Français. Et puis, quand on a eu tout ce mouvement dit des Gilets jaunes, finalement, il y a eu cette question qui s'est posée beaucoup sur la visibilité ou non de l'État dans les territoires. Ça se recoupe finalement, non? Ça se recoupe finalement, cette France périphérique éloignée des grands centres urbains, mais aussi de la culture, cet accès à la culture. En tout cas, c'est la question qui s'est posée, parce que, de fait, pendant le mouvement des Gilets jaunes ou ensuite pendant le grand débat, la question de la pratique culturelle, la question des arts, elle est très peu ressortie, voire pas du tout. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui va venir spontanément. Par contre, c'est quelque chose dont on peut en effet souffrir si on en manque, si on n'a pas accès à la pratique et aux arts. Donc, en fait, la jeunesse, c'est ça. C'est à la fois, voilà le discours qu'on a porté pendant la campagne présidentielle sur la lutte contre les assignations à résidence et ce socle éducation et culture. Voilà ce qui s'est passé pendant ce mouvement social, politique, des Gilets jaunes sur la question aussi de la visibilité de l'État dans les territoires. Donc, comment on peut réussir à réconcilier ça? Et donc, c'est une discussion tout simplement que j'ai eue avec Matignon qui a fait qu'elle me dit, allons-y, créons cette mission qui permet à la fois d'avoir une logique un peu d'enquête de terrain, de cartographie de ce qui existe sur les territoires, parce que moi je leur ai dit très vite, dans ces cas-là, si je le fais, c'est vraiment en partant des territoires avec beaucoup de déplacements sur des territoires très différents, ça me paraissait être un impératif absolu. La question était, est-ce qu'il faut redéfinir les missions qui sont celles du ministère de la Culture, parce que finalement les acteurs culturels ont beaucoup muté dans leur manière d'agir, d'interagir avec les territoires, d'interagir avec les publics, mais peut-être que le ministère de la Culture, en tant qu'administration, lui, n'a pas encore suffisamment évolué, parce que finalement c'est un très jeune ministère, il n'a que 60 années d'existence, ça n'allait pas de soi. Avant le ministère des Beaux-Arts, il était rattaché au ministère de l'Intérieur. Donc il y a quand même une histoire et une conquête récente du fait d'avoir un ministère de la culture et de la communication, et comment on peut redéfinir ces missions. Donc c'est parti de là. Et l'appui avec les DRAC, il y a quand même le travail est bon avec les DRAC ou pas en région? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, les DRAC ont souffert de la loi NOTRe sur la réorganisation territoriale. Ce qui fait que du coup, on a des DRAC, par exemple, DRAC Occitanie, il a 13 départements à gérer. DRAC Nouvelle-Aquitaine, il va de Limoges à Bordeaux en passant par La Rochelle. Donc on a quand même des organisations territoriales aujourd'hui qui correspondent pas d'ailleurs à des identités régionales. Loin de là, franchement, le lien entre la Creuse et Bordeaux est pas évident. Ou Toulouse et Montpellier, ou la Meuse et Strasbourg. Enfin, bon. Donc c'est pas, il n'y a pas une évidence de cohérence, mais du coup ça a aussi éloigné les DRAC du maillage territorial, local qui peut exister, et eux-mêmes en souffrent et le disent. C'est un moment, on n'a plus cette proximité qui était la nôtre, mais parce qu'ils ont subi cette réforme territoriale. Donc ils font un formidable boulot. Moi je pense même qu'il faut renforcer le pouvoir de décision des DRAC, il faut les renforcer en termes de moyens humains. Je pense qu'on a besoin d'avoir des correspondants par département parce que ça permet d'avoir le lien avec les acteurs culturels, avec les acteurs socio-culturels aussi, parce que je pense qu'on a parfois trop dissocié ces deux mondes, alors qu'en fait sur le terrain, évidemment que les gens se parlent. Quand
veut ouvrir un équipement culturel sur les publics, qu'est-ce qu'on fait? On parle avec le CCAS, on parle avec les associations, on parle avec le milieu scolaire, on parle avec les élus. Donc il n'y a pas ce découpage qui parfois existe au niveau de l'administration centrale. Pareil avec les fédérations d'éducation populaire. C'est pour ça que je dis dans une des propositions qu'il faut absolument que le ministère conventionne avec les fédérations d'éducation populaire au niveau national pour qu'ensuite ça puisse être déployé au niveau local. Parce que les acteurs culturels eux-mêmes se revendiquent de l'EducPop sur les principes d'action, mais malheureusement, il y a une séparation historique du ministère de la Culture avec les fédérations d'EducPop. Donc, sur le terrain, sur le territoire, clairement, les DRAC font un boulot formidable, mais ont été un peu empêchés par cette nouvelle organisation territoriale qui vraiment ne les aide pas, et donc n'aide pas les acteurs culturels. Mais ce qui fait aussi que du coup, à Paris, rue de Valois, on a souvent une image tronquée de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas sur les territoires, parce que justement, on ne perçoit pas tout. Il y a une forme de déconnexion pour vous? Je sais pas, c'est non, il y a un manque de connaissance, il y a une méconnaissance en fait qui existe de ce qui se passe sur les territoires. C'est la raison pour laquelle moi j'essaye, notamment dans le rapport, de battre en brèche certains termes, les zones blanches ou les déserts culturels, parce que c'est pas vrai. Parce que quels que soient les territoires où vous allez, vous n'avez pas de désert culturel, parce que vous avez partout des équipes artistiques. Vous avez partout des compagnies qui font du hors-les-murs, qui font de l'itinérance. Vous avez partout des artistes, en fait, tout simplement, qui travaillent, soit qu'ils soient en résidence d'artistes, soit qu'ils soient de toute façon implantés sur les territoires, et en lien, encore une fois, avec les fédés d'EducPop, qui sont partout. Hein. Les fédés d'EducPop, c'est autant Léo Lagrange que les maisons familiales et rurales. Donc, on a vraiment cette chance-là d'avoir partout la possibilité d'avoir un accès aux arts et aux artistes. On a un maillage d'équipements culturels qui est quand même assez exceptionnel dans notre pays. On a en moyenne une bibliothèque à 20 minutes de chaque Français. Ça n'existe pas ailleurs. Le maillage de salles de cinéma qu'on a, etc. Par contre... De salles polyvalentes. Mais alors, ça amène à ma deuxième question, Laurent Berger. Est-ce que finalement, dans cette idée-là, il n'y a pas un désintérêt pour l'offre culturelle? Ce qui serait beaucoup plus... Un désintérêt de la part de la population de ces territoires-là, qui ne s'intéresse pas forcément, qui ne va pas forcément à la bibliothèque, qui ne va pas forcément sur les salles. Lyon-Louvain, Montpellier, pour y être allé, sur les scènes nationales ou d'autres, vous avez un remplissage très fort scolaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'initiative personnelle, on est sur les scolaires qui vont, via les institutions, vont sur le théâtre. C'est ça, en fait, la question centrale qui me paraît importante. Est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt? Alors, je pense qu'il n'y a absolument pas un désintérêt. Ouais. Par contre, il y a encore un peu une intimidation qui persiste. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas si naturel que ça que de franchir la porte d'un certain nombre d'équipements culturels. Même pour une bibliothèque. Éric Orsena, quand il fait justement d'ailleurs cette mission sur la question des bibliothèques, finalement la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est quoi? C'est pas pour moi. C'est pas pour moi le livre, c'est pas pour moi d'aller dans une bibliothèque parce que c'est pas naturel. Il y a un sentiment d'exclusion pour vous. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui unit le plus que la culture et que la pratique culturelle, que de faire ensemble et d'avoir un terreau commun sur lequel on peut tous s'appuyer. Et ça, à partir du moment où vous avez eu la chance d'avoir cette transmission sur les arts et sur la pratique culturelle, vous en êtes intimement persuadé. Vous savez que le fait d'aller au théâtre, le fait de pratiquer encore une fois une activité culturelle, unit de manière évidente, recréer du lien social, recréer de la cohésion sociale, permet aussi de faire tomber un certain nombre de barrières entre communautés, etc. Donc ça, c'est une évidence. Et encore faut-il qu'on puisse vous l'avoir transmis. C'est-à-dire, soit parce que vous l'avez reçu en héritage, mais c'est ma chance, là, mes parents qui sont comédiens, forcément, j'étais baignée de livres, je suis allée au théâtre depuis ma toute jeune enfance, soit parce que les publics scolaires viennent, d'où l'importance. Donc moi, quand je vois, comme vous dites, des scènes nationales qui sont remplies par des scolaires, ça me rassure, parce que justement, c'est une expérience qui est fondatrice dans une vie. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas reçue familialement, le seul moyen, le seul levier pour qu'à un moment c'est l'école républicaine. Ouais, clairement. Et c'est la raison pour laquelle encore une fois, pardon, juste sur l'école, il faut absolument que l'éducation artistique et culturelle entre dans les programmes scolaires. Parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de pratiques artistiques qui sont dans les programmes. La pratique ici des arts plastiques, la pratique ici de la musique, mais ça n'est pas la même chose que l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, c'est la rencontre avec les œuvres et avec les artistes. Et c'est sur un temps long, c'est pas juste une sortie une fois dans l'année. C'est comment, en fait, cette sortie va être préparée, accompagnée par ici de la lecture, ici de l'écoute, ici de la pratique, je sais pas, un atelier... La culture, on est d'accord, c'est une auberge espagnole, on y trouve qu'on y amène. Donc les scolaires doivent être forcément pris
en amont, avec les professeurs, pour pouvoir décrypter une pièce, un concert. Mais c'est la question de la médiation. médiation. C'est le nouveau rôle finalement de l'éducation nationale. C'est l'un de ses Refaire rôles. du sens. Alors refaire du sens pour refaire société, ça, je pense que c'est une évidence. Mais encore une fois, sans le terreau commun culturel, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire tout ce qu'on peut regretter ou redouter de risque de repli communautaire, quel que soit d'ailleurs le type de communauté, s'exprime aussi parce que justement, nous n'avons plus un récit commun. Nous n'avons plus une histoire commune. Nous n'avons plus, ou en tout cas, nous n'exprimons plus, encore une fois, je dis un terreau commun. Et ça, il n'y a que, encore une fois, la culture qui peut le permettre. Et donc, ça suppose que dès le plus jeune âge, on vous transmette cela. Ça suppose aussi que ceux qui sont en lien avec les enfants, que ce soit vraiment la toute petite enfance ou ensuite dans le cadre scolaire, soient aussi formés et accompagnés à ça. Ça n'a rien d'évident pour un enseignant que de préparer une rencontre avec un artiste, etc. Ça s'apprend, tout simplement. Et d'ailleurs, les enseignants eux-mêmes disent qu'ils ont besoin de pouvoir avoir ce module de formation. Donc c'est ce qui va être mis en place enfin. Là, on a un Institut national de formation sur l'éducation artistique et culturelle qui va être créé à Guingamp et qui va permettre d'avoir des modules de formation à travers la France. Et ça, c'est extrêmement nécessaire. Mais de toute façon, on changera la donne que si ça intègre les programmes scolaires. Si ça reste du périscolaire, de fait, vous ne toucherez jamais 100% d'une classe d'âge. Si ça devient obligatoire dans le temps scolaire, dans les programmes scolaires, ça veut dire que tous les enfants de ce pays, tous sans exception, y auront accès. Parce que est-ce que ça va réengager une réforme alors parce que vous le dites, à un moment donné, vous parlez rapidement, ça c'est extrêmement intéressant, nourrir le sentiment d'appartenance au commun. Alors moi je le dis, je l'entends, est-ce que ça passe par une transmission de la littérature française, par plus d'exigences sur les textes? Moi-même très jeune, j'ai lu Gustave Flaubert, toute une série d'auteurs qui pour moi à mon âge étaient indigestes, mais qui finalement sur le temps long m'ont permis, j'avais aussi un environnement familial de prof, donc ça m'a permis. Mais est-ce qu'on doit réengager une réforme là-dessus pour réétudier les grands textes, la transmission de culture française, avec un maillage, un cadrage très très important qui m'ont demandé de l'exigence. L'exigence, elle existe. Tout ce que fait Jean-Michel Blanquer depuis 2 ans et demi, c'est justement de remettre de l'exigence. Quand il a parlé des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est-à-dire à un moment on revient à ce que sont les fondamentaux de l'école. Moi je propose d'y ajouter le mot dire, parce que je pense aussi que l'expression orale, la transmission orale, ça a du sens. Mais de fait c'est ce qu'il fait. Après moi l'idée c'est pas de dire il y a une culture d'État obligatoire. Par contre je parle d'une logique de transmission qui fait qu'à un moment on a et on développe un sentiment d'appartenance commun à une histoire commune, à un récit commun, à une identité alors. À une identité, mais évidemment, ce qui ne veut pas du tout dire qu'on abandonne la sienne, mais qui veut dire qu'à un moment on a quelque chose de commun sur lequel on peut se retrouver et qui passe par toutes les esthétiques. Ça peut autant être ici les arts du cirque, qu'ici la musique, qu'ici le théâtre, qu'ici les arts plastiques. Je n'hiérarchise pas entre les différentes esthétiques, entre les différents genres. Juste que je dis à un moment, si on n'a pas encore une fois cette transmission, cette éducation artistique et culturelle qui passe non par rencontre des œuvres et des artistes, mais aussi la pratique, le faire ensemble, le processus, un atelier d'écriture et de lecture, le fait de créer un spectacle, le fait d'avoir des arts plastiques. Regardez ce qui se passe quand vous avez des résidences d'artistes, les résultats que ça génère de changement de comportement des élèves, de réussite scolaire, de liens qui sont de nature tout à fait différente entre les élèves et ensuite entre les élèves et leurs enseignants. Est-ce que vous avez un tiers tout à fait différent qui a été introduit, qui est justement un artiste? Mais de la même manière, on le voit dans d'autres lieux. Je me suis rendue dans des lieux à la fois qui sont géographiquement extrêmement différents, mais aussi dans les fonctions sont très différentes. Quand je me rends dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement de santé, on n'a pas du tout les mêmes publics, et pourtant, ça génère exactement la même chose. C'est ça qui est fascinant. N'y a-t-il pas un préalable quand même sur la lecture, un fondamental qui est la lecture, c'est-à-dire que l'apprentissage de la langue, l'expression d'un champ sémantique, et de pouvoir exprimer une idée. Est-ce que c'est pas ça finalement? Quelle est la place de la lecture selon vous? Alors moi j'ai beaucoup insisté sur la place du livre dès le plus jeune âge. Déjà parce que je pense que dans la parentalité, le lien parent-enfant au travers, via le truchement justement du livre, donc de la capacité à ensemble écouter une histoire, il y a une relation parent-enfant qui est extrêmement puissante et qui peut naître à ce moment-là. Et donc il y a beaucoup de propositions sur ce sujet-là. On a des dispositifs qui existent mais qui ne sont pas déployés partout. Le dispositif Première Page par exemple, c'est un dispositif qui existe dans certains départements et qui fait que
dès que vous avez un enfant, on va vous transmettre justement ce goût-là, cette importance-là du livre et de la relation. Sauf que si malheureusement votre département n'a pas contractualisé, ça n'existe pas. Le fait d'avoir des mal à lire dans les structures petite enfance aussi. Le fait de développer les contrats qui existent déjà, territoire de lecture également. Le fait de recréer des bibliothèques. Aujourd'hui, il y a 347 quartiers prioritaires de la ville où il n'y a pas de bibliothèque. Donc il n'y a pas de place du livre dans ces quartiers. Et encore une fois, la bibliothèque, c'est un lieu qui est devenu c'est finalement le premier tiers-lieu dans notre pays. Pas forcément cette expression, mais le fait, c'est des lieux qui ont largement changé dans la nature, dans leur organisation. Sauf que vous avez des quartiers dans lesquels ils seraient extraordinairement nécessaires, mais qui en sont aujourd'hui privés. Raison pour laquelle aussi, je pense qu'on ne peut pas penser politique de la ville sans penser place de l'équipement publicité des communes. Par exemple, Beau Soleil, que je décris dans le rapport, c'est la commune qui est juste à côté de Monaco. Et qui n'a pas du tout la même typologie de population que Monaco, qui est vraiment une commune qui est vraiment paupérisée. Il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Monaco, qui y vivent, etc. Et le maire, justement, parce qu'il y avait un risque d'antagonisme d'un certain nombre de communautés qui sont venues vivre à Beau Soleil, s'est dit le meilleur lien, c'est justement la culture. Donc il a créé un équipement extrêmement ouvert où il a essayé de développer plusieurs types d'activités culturelles. Donc vous avez une bibliothèque, médiathèque, mais vous avez juste à côté une ludothèque. Justement pour que les familles y voient un lieu un peu finalement cocon, refuge, une maison dans laquelle elles se sentent bien, dans laquelle elles se sentent à l'aise, où il n'y a pas ce risque d'intimidation et encore une fois, où il y a un accompagnement. Et il a travaillé évidemment avec les associations de manière à ce que les familles se sentent chez elles. Et sur même la manière avec laquelle le lieu a été pensé, il a aussi pensé ce lieu et défini ce lieu en lien avec les familles. C'est pour ça que ça ne doit pas juste venir de l'État. C'est pas l'État qui doit dire voilà comment cette bibliothèque elle doit exister, à quel horaire elle doit être ouverte. Parce que ça va dépendre des territoires. L'État il est là pour donner une stratégie et dire en effet la question de la maîtrise du langage est essentielle dans la construction de votre vie. Et donc l'État va vous aider et vous soutenir pour investir, pour faire en sorte que ces lieux existent. Il peut faire un certain nombre de préconisations. Par contre, est-ce que dans telle ville il vaut mieux l'ouvrir le soir jusqu'à 22h, mais est-ce qu'il vaut mieux l'ouvrir le dimanche après-midi? Ça, c'était une des recommandations de leur Sénat. L'idée, c'est d'élargir les horaires. Mais encore une fois, il y a des villes où il vaut mieux le faire parfois, peut-être en région parisienne, jusqu'à 22h un soir, parce qu'on sait qu'on est une population pendulaire, que c'est plus compliqué de revenir, etc., et que ça a du sens. Vous avez des villes qui sont plus étudiantes, donc on sait qu'il y a certains pics dans l'année, finalement on a intérêt qu'il puisse y avoir accès en amont à des partiels du bac. Enfin, tout ça c'est différent. Et c'est aussi ça que le ministère, à mon avis, a accepté de faire, c'est-à-dire donner une vision stratégique, des objectifs stratégiques, notamment au DRAC, et faire confiance au territoire ensuite dans la manière avec laquelle ces politiques peuvent être mises en œuvre, et de manière différenciée, parce que les territoires sont pas les mêmes, parce que les populations sont pas les mêmes, et donc parce qu'il y a une logique à un moment à pas dire on va faire partout pareil. De la même manière, c'est pas parce qu'il y a un équipement culturel, un lieu, une pratique qui fonctionne dans un territoire, que le simple fait de la dupliquer suffit à ce que ça marche ailleurs. C'est pas vrai. Après, j'ai une question, voilà, gratter, mais toute importante, parce que je me pose la question aussi de savoir s'il n'y a pas une contradiction entre cette volonté de l'État, qui est légitime, qui est juste, avec tous des programmes télévisuels, ce que j'appelle une américanisation télé-réalité depuis les années 2000, je fais partie de ces années 2000, où on a commencé à voir la télé-réalité. Mon père d'ailleurs disait, était professeur, je leur apprends toute la journée des choses, le soir ils se mettent devant Love Story, et c'est la technique de la terre brûlée, c'est-à-dire que le matin qu'ils reviennent, c'est absolument un scandale, parce que ces gens-là, même ils sont complètement pris dans cette américanisation, télé-réalité. Ça, à un moment donné, comment l'État peut interagir là-dessus, parce que je pense que c'est quand même une cause assez importante et frappante de ce que ne peut être ou pas être la culture ou la lecture. Vous voyez ? Je pense qu'il y a deux choses. Un, il y a l'audiovisuel public. L'État, il a une capacité à agir de manière évidente sur l'audiovisuel public. C'est à la fois France Télévisions, c'est Radio France, c'est Arte, c'est France Média Monde, c'est TV5 Monde. Donc on a quand même un panel extrêmement large, et en France et hors de nos frontières, sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, c'est presque la moitié du budget du ministère de la Culture. Et c'est potentiellement une force de frappe exceptionnelle de démocratisation culturelle.
Mais ça veut dire aussi, encore une fois, qu'il faut accepter que l'audiovisuel public prenne des risques, se dégage parfois des contraintes d'audience, aille sur des programmes qui peuvent être différents. On peut faire Prodige, qui permet d'être une première porte d'entrée vers la culture et vers la culture classique, parce que vous avez l'exposition notamment de la musique classique et de la danse qui est un genre qui est sous-représenté aujourd'hui à la télévision, et dans le même temps avoir des grandes diffusions de captations que vous avez faites de spectacles vivants. Et vous pouvez tout avoir. Marivaux, c'est extraordinairement accessible. Molière, c'est extraordinairement accessible. Et c'est évidemment, et heureusement d'ailleurs, pas aux parlementaires, aux pouvoirs politiques de faire les programmes. Par contre, c'est à nous de définir quelles doivent être les missions de l'audiovisuel public. Et l'une de ces missions doit être la question de la démocratisation culturelle. Mais pour ça, il faut aussi, encore une fois, que l'État soit au clair vis-à-vis des objectifs. On ne peut pas dire à Delphine Ernotte programmer plus de spectacles vivants, par exemple. Et encore une fois, ça peut être tant des artistes urbains que des arts du cirque, que de la danse classique, que de l'opéra. Enfin, vous avez une palette qui est extraordinairement large. Et dans le même temps, condamner le programme si jamais il ne réunit pas 3 ou 4 millions de téléspectateurs dès le premier soir. Donc ça, c'est aussi à l'État d'être clair là-dessus. Mais l'audiovisuel public, c'est une force de frappe inouïe de démocratisation culturelle. Et c'est pareil sur Radio France, parce qu'il y a des orchestres aussi, le cœur de Radio France qui existe et qui se déploie aussi dans les territoires. Ils ne sont pas uniquement à Paris, ils se déploient massivement dans les territoires. Notamment, Mais ça, c'est quand même essentiel aussi. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il y a un point que vous soulevez qui est finalement une question de souveraineté. Comment on fait pour que les programmes qui existent, à la télévision notamment, ne soient pas uniquement des programmes qui sont des programmes américains ou des copies de programmes américains, etc. Vous imaginez bien que c'est travailler, mettre en place des choses, et puis après derrière, avoir un rouleau compresseur qui écrase. C'est vraiment ce qu'on fait. Alors là, c'est une autre casquette, mais dans le cadre du projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel. C'est exactement ça. Parce que aujourd'hui, vous avez encore quand même des Français qui en moyenne regardent 3h30 par jour la télévision. 3h30 par jour la télévision. Qui font confiance à la radio. La radio est aujourd'hui le média dans lequel les Français ont encore le plus confiance. Pas énormément, c'est-à-dire, mais il y a une majorité de Français qui font confiance à la radio plus qu'à tous les autres moyens de presse. Mais la question qu'on doit, à mon avis, se poser, notamment avec l'arrivée d'un certain nombre de plateformes qui sont aujourd'hui Netflix, dans quelques semaines Disney+, demain des grandes plateformes chinoises, c'est est-ce qu'on veut garder quand même la maîtrise d'un certain nombre de contenus ? Est-ce qu'on veut que dans nos écrans, dans les écrans des Français, il y ait encore des productions françaises, des productions européennes qui disent un autre regard aussi du monde, ou est-ce qu'on veut uniquement des productions américaines ou demain chinoises ? Et ça, c'est l'enjeu. Et c'est ce qu'on doit faire dans ce projet de loi, c'est de dire qu'il faut à un moment garantir que ces plateformes vont venir aussi accompagner le financement des œuvres en France et qu'elles vont le faire dans nos conditions. C'est-à-dire qu'à un moment, on va pas juste les contraindre aujourd'hui sur le plan national ou européen. Bien sûr, alors sur le plan européen, oui, et d'ailleurs on va transposer une directive européenne qui est la directive qui s'appelle Service de médias audiovisuels à la demande, qui justement va permettre de réglementer dans tous les pays européens la manière avec laquelle ces plateformes, évidemment, peuvent venir diffuser leur contenu. Et c'est aussi une opportunité formidable que vos contenus puissent être disponibles à travers le monde entier. Casa de Papel, qui est souvent cité en exemple, mais c'est quand même la capacité d'un programme initialement de la télévision espagnole d'avoir eu une diffusion planétaire. 10% qui est d'abord un programme télévisuel français, de l'audiovisuel public d'ailleurs, et aussi grâce à ça diffusé dans le monde entier, Call My Agent, connu aux États-Unis. Donc, et c'est, encore une fois, ça dit quelque chose aussi sur notre capacité à rayonner, etc. Donc, mais c'est de dire, évidemment, c'est formidable qu'il y ait des nouveaux accès, qu'il y ait des nouveaux usages, qu'il y ait plus de contenu disponible, qu'il y ait plus de créativité, mais vous devez venir financer la création en France et dans nos conditions pour pas qu'on devienne des sous-traitants. Parce que, encore une fois, la production qu'on a en fiction, en documentaire, même dans les jeux qui peuvent exister, et en cinéma, ça dit quelque chose de qui on est, tout simplement. Ça dit quelque chose sur notre pays. Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu de souveraineté. C'est de se dire, tant mieux s'il y a des nouveaux usages qui se déploient, tant mieux s'il y a des nouvelles plateformes, tant mieux si on a accès à d'autres types de contenus auxquels on n'aurait pas pu avoir accès si on avait uniquement le truchement de la télévision ou de la salle de cinéma. Par contre, vous devez jouer le jeu et vous devez venir financer la création en France et selon nos conditions
est-ce qu'on n'accepte pas, encore une fois, d'être juste des prestataires de services en France parce qu'on est le pays de l'exception culturelle? Oui, d'accord. Et ça, c'est un moment garder le contrôle de ce qui peut être accessible ou non aux Français. L'audiovisuel public, on est quand même sur une population qui est plus vieillissante. J'imagine que cette proposition s'adresse quand même aux jeunes de ce pays, aux jeunes françaises, aux jeunes français. Tous les publics. Voilà. Et c'est la base. Mais par exemple, sur la télé privée, chaîne privée, je vais citer, sans faire de flagrannerie, mais Hanouna. Quand on voit qu'une émission comme Hanouna fait 1 million d'auditeurs par soir, pratiquement, on va dire, vous imaginez pas qu'à un moment donné, aussi, c'est les populations les plus défavorisées, celles qui sont le plus loin du maillage culturel, de ce que j'appelle l'imprégnation culturelle, qui sont impactées. Parce que ça donne mauvais référents culturels aussi. Hein, à un moment donné. Est-ce que ça fait pas le travail aussi de l'État? Cette émission ou d'autres, peu importe. Hein. C'est une question, je pense. L'État, il peut pas venir réglementer des programmes qui existent sur les services privés. Ouais. Il le fait via le CSA, quand il y a des attentes qui peuvent exister sur des questions de discrimination, de sexisme, de racisme. Ça, oui, le CSA contrôle et ça sanctionne d'une manière extrêmement lourde si il devait y avoir des dérives. Et d'ailleurs, ça a été le cas à plusieurs reprises pour l'émission d'Hanouna. Après, voilà, il y a une diversité des genres. Au moment où vous avez Hanouna, vous avez Question pour un champion, qui fait toujours plus d'audience d'ailleurs qu'Hanouna. Vous avez Quotidien et vous avez C'est à vous. Et d'ailleurs, très régulièrement aujourd'hui, c'est à vous qui est devant Hanouna et Quotidien. Et donc, C'est à vous qui est une émission du service public et qui met à l'honneur quoi? Des grands intellectuels, régulièrement. C'est quand même... quand vous avez Mona Ozouf, il y a 15 jours, qui est invitée sur France 5 à 1 heure de grande écoute dans une émission aussi populaire aussi que C'est à vous. Et C'est à vous, c'est de la musique en live, c'est des écrivains, ce sont des artistes, ce sont des historiens, ce sont des scientifiques, donc ça réhabilite aussi un certain nombre de paroles, et ça le fait dans un cadre qui fait qu'on peut assez facilement s'intégrer à cette conversation, puisque c'est cette logique-là de conversation. Donc ça veut dire que l'audiovisuel public, avec une émission comme C'est à vous, remplit clairement sa mission d'audiovisuel public. Parce que on arrive à y trouver probablement des personnes qui n'auraient pas été interviewées ailleurs, et en plus ça fait de l'audience. On arrive à réconcilier les deux objectifs de qualité et d'exigence du service public, et même de réussite et d'audience, puisque ça a trouvé clairement son public, et le public continue à s'élargir. Après, Hanouna, de fait, c'est pas une émission que moi je regarde, mais un certain nombre de Français la regardent, donc c'est pas à nous de dire il faudrait la supprimer ou ce genre de choses, et puis c'est pas dans notre champ, c'est pas à nous c'est à nous de proposer des émissions qui justement peuvent réunir plus de personnes, peuvent venir convaincre. Et encore une fois, là, l'audiovisuel public le réussit, puisque C'est à vous le démontre. Et sur la Grande Librairie, par exemple, une émission phare, la Grande Librairie, exigeante pour le coup, mais assez agréable à écouter, même pour des gens qui ne sont pas familiarisés à la littérature. Elle a été recalée, elle est sur France 5, vous voyez. Mais elle continue à fonctionner. Et de la même manière que vous avez eu pendant 10 ans Guillaume Gallienne, par exemple, sur France Inter, avec des records d'audience. Vous aviez régulièrement presque 1 million d'auditeurs qui écoutaient Guillaume Gallienne. Je faisais quoi? Qui lisait des textes. Quand vous parliez tout à l'heure de grande littérature, ils venaient lire des textes. Et avec souvent des personnes qui étaient invitées et qui acceptaient. Quand vous avez Isabelle Adjani qui accepte de venir pour lire un texte, c'est parce qu'elle accepte de le faire. Pourquoi? Aussi parce qu'il y a Guillaume Gallienne, mais aussi parce que c'est sur France Inter, que c'est sur l'audiovisuel public. Ce type d'émission, est-ce que ça aurait pu exister ailleurs que sur l'audiovisuel public? Clairement, vraisemblablement non. Et ça ne veut pas dire qu'RTL ou Europe 1 ne font pas un certain nombre de choses sur la culture. RTL, tous les matins, vous avez une question de programmation culturelle pendant une demi-heure, un moment de très grande écoute. Europe 1 le fait aussi sur la culture, sur le livre, sur la musique avec Vandel. Donc, après, chacun a son principe éditorial, ses contraintes éditoriales aussi, liées à ses annonceurs. Enfin, faut aussi dire les choses. Mais je crois qu'on a une diversité à la télévision française, qui est quand même aussi une vraie richesse. Le sujet, justement, il me semble, dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel, c'est de faire en sorte que cette diversité, justement, perdure, que tout ne soit pas étouffé ou écrasé par une culture qui serait ultra dominante et qui viendrait tout emporter. Notre sujet, c'est qu'il y ait de la place, justement, pour qu'on continue à avoir encore des productions françaises extrêmement puissantes. Vous parlez aussi de la promotion de la langue française, partie de vos propositions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à la promotion de la langue française? D'ailleurs, on a vu que Franck Riester s'était estomaqué, ou était estomaqué par la chanson de Tom Leb sur l'Eurovision avec des refrains en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est cette promotion de la langue française? Est-ce que c'est pour vous un socle absolu
pour pouvoir mettre bien en place ces propositions. Oui, mais c'est ça. Bon, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la question du livre et de la lecture. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous n'avez pas la maîtrise de la langue, eh bien, vous n'avez pas un plein accès à votre citoyenneté, à votre rapport avec vous-même, au monde, avec les autres. Enfin, réussir à bien nommer les choses, avoir une palette de mots qui vous permettent d'écrire vos émotions, qui vous permettent d'écrire vos sentiments, vos envies, vos doutes, c'est essentiel dans une vie. Ça c'est certain. Et ceux qui aujourd'hui souffrent d'illettrisme, voilà, il faut évidemment que l'État soit présent. Il y a tout ce qu'on est en train de développer aussi sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, parce qu'on sait aujourd'hui, grâce notamment aux neurosciences, à quel point les 1000 premiers jours sont fondamentaux dans votre développement futur en termes de santé, mais en termes de santé au sens large. C'est pour ça que je reprends aussi ce que dit Sophie Marinopoulos sur la santé culturelle, mais notamment sur la maîtrise du nombre de mots. Quand vous avez des enfants qui rentrent à l'école maternelle à 3 ans, mais qui n'ont pas baigné dans le même environnement familial, social, culturel, vous avez un décalage du nombre de mots maîtrisés qui est terrifiant. Et justement, c'est là où l'école doit impérativement intervenir pour permettre progressivement ce rattrapage. Donc à la fois l'État doit intervenir pour accompagner les familles, non pas les culpabiliser, mais accompagner les familles dans la parentalité, dans le rapport avec les enfants, et encore une fois la place de l'éveil artistique et culturel dès le plus jeune âge, et les structures d'accueil du jeune enfant doivent pouvoir largement aussi y concourir, parce que ce sont des lieux extrêmement démocratiques, extrêmement ouverts, extrêmement mixtes. Et après, l'école doit prendre le relais dès l'âge de 3 ans. Et la place des écrans, par exemple. Michel Desmurger, chercheur qui alerte depuis un certain temps. Voilà. Avant 3 ans, il n'y a pas d'écran Comment dans la on vie fait d'un de la enfant. promotion? On essaie de faire la prévention, pas la promotion, mais justement la prévention là-dessus. Parce qu'on Il se faut, rend compte des encore une ravages fois, que ça le sujet, c'est à la Ouais. fois de ne pas culpabiliser les parents et les familles, parce que je comprends très bien aussi que certains parents, à un moment, fassent le choix de positionner un écran parce que ça permet de faire un médiateur, ça permet de, voilà. Toutes les familles sont aussi différentes, etc. Donc ça, je peux tout à fait le comprendre. Par contre, vraisemblablement, on a un certain nombre d'études scientifiques qui convergent pour dire qu'avant 3 ans, ça peut avoir des effets extrêmement négatifs sur le développement futur des enfants. Donc, moi, je reprends plutôt cette recommandation qui s'appuie sur des travaux scientifiques et pas une illumination qui veut dire avant 3 ans, il ne faut pas d'écran, quel que soit le type d'écran, que une tablette, un téléphone, une télévision. Voilà. D'où la place justement de la musique, du livre, le rôle par exemple des podcasts qui peuvent exister, audio. Vous pouvez mettre en lien votre enfant avec d'autres intermédiaires qu'uniquement un écran. Je crois par exemple beaucoup à la place de l'audio. Oui, d'accord. Comme avant, on avait nos petites cassettes audio, Bien sûr. on s'endormait avec ces Que cassettes audio. les écrans, Pareil. finalement, ça coupe, ça inhibe la discussion intérieure qu'on a avec un livre, la discussion silencieuse qu'on a avec un livre. C'est un ennemi, pratiquement, l'écran, que ce soit sur une tablette, que ce soit un téléphone. Ça dépend de... Ouais. Moi, je dirais pas que c'est un ennemi, parce que ça dépend de l'âge que vous avez, ça dépend du recul que vous avez sur ce que vous pouvez regarder, ça dépend aussi s'il y a une médiation. C'est pas la même chose de regarder ensemble un programme et d'en discuter, que d'être seul face à un écran sans savoir vraiment ce que vous regardez. C'est pas la même chose si vous avez 5 ans, si vous en avez 10 ou 20. Donc, par principe, non, l'écran est pas un ennemi. Mais ça Tout change, dépend, encore ça change une par rapport fois. au milieu culturel dans lequel vous évoluez, le milieu social. Oui, mais tout dépend, encore une fois, de la qualité de la relation que vous avez au sein de la famille, de la médiation qui peut exister ou pas. C'est aussi des temps familiaux qui sont pas anodins, de se dire qu'on va regarder ensemble un programme et qu'on va pouvoir du coup en discuter, qu'on va pouvoir rire ensemble devant le programme, se divertir ensemble, réfléchir ensemble, s'évader ensemble. Ça n'a rien non plus de négatif et au contraire ça peut être des temps partagés qui sont extrêmement intéressants. Après, être juste un enfant seul devant un écran sans aucune médiation, non, ça je pense qu'en effet il faut évidemment le proscrire, mais l'idée c'est pas de culpabiliser les familles, c'est vraiment qu'il y a un accompagnement, qu'il y a un dialogue, et ça les structures de la petite enfance ont un rôle Et l'école peut jouer un rôle là-dedans, sur ces préventions par exemple, au sein même des familles. Au sein des Enfin, au sein des familles, mais au moins ouais. sur le temps où les enfants sont à l'école, oui, ça je pense que c'est fondamental. Peut-être qu'il y a eu à un moment une volonté en disant tous les enfants aient des tablettes, etc.
Oui, mais enfin, encore une fois, une tablette, ça veut rien dire. Ouais. Une tablette, mais avec quel programme à l'intérieur pour avoir accès à quoi? Donc c'est ça les questions qu'il faut se poser. Encore une fois, c'est ni un allié, ni un ennemi. Ça peut être un nouvel usage. Tout dépend, encore une fois, de ce qu'on en fait. Moi, je peux regarder tout et n'importe quoi. Ouais. Et tout dépend, encore une fois, de la qualité de la médiation. Si vous êtes accompagné par un professeur d'art plastique, d'histoire, de français, etc., qui va vous apprendre un usage, qui va vous montrer certaines choses, qui va vous donner accès à, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec le fait d'être seul devant un outil. Vous pouvez avoir accès à des choses auxquelles vous ne devriez pas avoir accès en fonction de votre âge. Enfin, c'est pour ça, moi je dirais pas ennemi, mais ça nécessite vraiment un accompagnement et une médiation. D'accord. Parlons du pass culture Aurore Berger. Ouais. Est-ce que ça a été pour vous un échec ou pas, ce pass culture? Ça a été mal pensé, enfin, ou alors c'était d'ailleurs une réussite? Non, c'est pas un échec parce que, je pense que le pass culture c'est un outil. C'est un outil qui est de dire à un moment, il faut faire en sorte que tous les jeunes adultes dans notre pays puissent garder un lien privilégié avec les arts et avec la pratique culturelle. Et ça, c'est fondamental. Après, on sait bien que la pratique culturelle, elle se change pas du jour au lendemain à 18 ans uniquement parce que vous avez accès à un porte-monnaie. Par contre, moi c'est pour ça que j'aime bien l'expression de Françoise Nissen qui était de dire un GPS culturel. Le pass culture, ça peut être un outil exceptionnel qui permet de recenser l'ensemble de l'offre culturelle sur un territoire. Aujourd'hui, quand vous êtes soit à Paris, en Ile-de-France ou dans n'importe quel territoire, si vous voulez savoir où vous pouvez sortir le week-end, là, vous devez aller sur une myriade de sites, de mairies, de conseils départementaux, régionaux, d'offices de tourisme, d'équipements culturels. Portail unique. Donc ça peut être un portail unique, exceptionnel, qui permet, et ça reboucle par rapport à la première question, de valoriser ce qui se passe sur les territoires. De dire à un moment, regardez la diversité de l'offre culturelle disponible sur un territoire, regardez la vivacité des équipes artistiques, regardez la pratique à laquelle vous pouvez avoir accès sur tel ou tel territoire. Donc là, ça peut être un outil extraordinairement puissant. Moi, ce que je recommande, c'est de dire, déjà, il ne faut pas que ça arrive à 18 ans et que ça reparte à 19 ans. À mon avis, il faut avoir 2 ans pour pouvoir utiliser financièrement le pass culture. Puis ça permet de garder une pratique un peu plus longue. Et surtout, il faut que le pass soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison que nous, qui avons un peu plus que 19 ans, nous ne puissions plus y avoir accès, alors que ça nous permettrait de connaître l'ensemble de l'offre culturelle disponible sur un territoire, ce qui est un outil fabuleux de connaissance et donc qui permet d'ouvrir. Parce qu'il y a peut-être des esthétiques, des arts auxquels vous n'auriez pas pensé, des compagnies que vous... Mais dans le focus Aurore Berger, j'ai pas bien compris quand ça a été lancé. On a eu l'impression à un moment donné qu'il y aurait pu avoir des concerts, il y aurait pu avoir des films. Donc on a eu du mal à comprendre le focus, le périmètre de... Mais l'idée c'est... Si on va voir un concert de Beyoncé, par exemple, je suis pas persuadé que ça nécessite d'avoir un pass culture. Mais pourquoi pas? Voilà. Pourquoi Voilà. pas? Ça, c'est toute la question de savoir. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser en fonction des esthétiques. Tout simplement, c'est des gens qui peut-être n'ont pas les moyens, tout simplement, quand ils ont entre 18 et 20 ans, de se payer une place de concert pour aller voir Beyoncé ou autre. Peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient jamais allés voir un concert, mais que ça va leur donner une première entrée et qu'ensuite ils vont y prendre goût, et puis qu'ils vont aller dans des festivals l'été et qui vont continuer une pratique culturelle. Ça permet peut-être aussi qu'ils s'abonnent à des plateformes légales de streaming parce qu'ils vont considérer qu'ils ou à la presse aussi, d'ailleurs. Non, mais franchement, moi, il faut pas hiérarchiser. Si on commence à hiérarchiser en fonction des esthétiques, on est mort. C'est-à-dire, on peut pas dire à un moment, vous avez accès à 500 €, par contre, vous n'avez le droit de les utiliser que si c'est pour aller au théâtre ou à l'opéra. Tant mieux si les gens vont au théâtre, à l'opéra. Mais moi, c'est pas grave s'ils vont aussi voir un concert de Beyoncé. Mais est-ce que c'est pas plus émancipateur d'aller au Louvre sur une expo en particulier qui peut faire référence à un programme scolaire dans lequel ils évoluent, plutôt d'aller à un concert de Beyoncé? Est-ce que pour l'individu, ça l'émancipe pas plus? C'est une question que je pose. Non, mais parce que du coup, pour la gratter, mais voilà. Non, mais je comprends, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, on hiérarchise les esthétiques. Et moi, je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser l'esthétique. Parce que vous pouvez avoir une entrée en matière à 13 ou 14 ans qui va être le concert de Beyoncé que vous évoquez, puis qui va faire que vous allez finalement prendre goût, encore une fois, à une sortie qui est aussi une sortie collective. Un concert, c'est aussi une expérience que vous allez vivre en communauté, que vous allez vivre à plusieurs, etc., et que vous allez peut-être avoir envie de reconduire, parce que ça va vous conduire peut-être à écouter une musique et puis à diversifier ce que vous pouvez écouter, etc., etc. En fait, il faut multiplier les portes d'entrée potentielles vers les arts et vers la pratique culturelle. Donc pour certains, la porte d'entrée, ce sera parce que ils ont cette culture familiale, ça va peut-être être l'opéra. Pour d'autres, ça va peut-être être le livre. Pour d'autres, ça va peut-être être le cinéma, etc. Et alors, si vous allez au cinéma voir un Marvel, qu'est-ce qui vous empêche après d'aller voir
aussi une rétrospective sur féminine. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie à faire. Par contre, si on commence à dire qu'on hiérarchise entre les esthétiques et qu'au sein des esthétiques, on hiérarchise entre telle typologie d'artistes, bah là, à mon avis, on se coupe un certain nombre de personnes, et là je pense que ce serait très négatif, parce qu'on donnerait le sentiment qu'il y a une culture qui est valorisante. Il y a de l'élitisme finalement. Mais non, mais ça donnerait le sentiment qu'il y a une culture qui est valorisante et qu'il y en a qui seraient un peu honteuses. Ben non, de la même manière que par exemple la télévision, ça n'a rien de honteux, au contraire, et les programmes, que ce soit le jeu, que ce soit le feuilleton le soir, ça diffuse aussi un certain nombre d'idées, de valeurs, ça peut lutter contre des stéréotypes, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir ce type de hiérarchie. Par contre, l'école, évidemment, elle a son rôle à jouer sur, encore une fois, une transmission d'un commun qui passe par des grands textes, qui passe par de la musique, etc. Mais vous avez cette transmission-là qui vous est faite tout au long de votre vie, tout au long de votre parcours scolaire. Puis après, c'est à vous de vous en emparer. Il y a des gens qui accrocheront avec Hugo et d'autres qui n'accrocheront jamais avec Molière. Et c'est pas grave, en vérité. Ce qui compte, c'est d'avoir eu la possibilité d'y avoir accès, et puis quand on parle d'émancipation, c'est-à-dire que les gens, à un moment, ils sont maîtres de leur propre choix. D'accord. Et qu'on n'a pas à décider pour eux de ce qui est bien ou de ce qui serait moins bien. Ils ont eu la capacité de discernement, et en fonction de leur discernement, ils choisissent ce qu'ils considèrent être bien. Il y a les rapports des pratiques culturelles des Français. C'est une mine d'informations formidable. Et j'ai une dernière question. Pourquoi elles sont si échelonnées dans le temps? Parce que je les suis en permanence et parfois mais il y a des décalages et juste là-dessus parce que c'est quand même une information pour vous. Oui, c'est essentiel. Mais je pense tout simplement parce que le ministère veut faire des longues traînes qui permettent justement de voir l'évolution progressive des usages. Parce que par exemple sur l'usage, le recours à la télévision, à la radio, aux nouvelles plateformes, si vous le faites sur 1 an ou sur 2 ans, vous n'avez pas forcément quelque chose qui est extrêmement parlant. Vous avez besoin de voir une évolution sur le temps long. Des différentes pratiques culturelles, quels sont les médias auxquels vous faites confiance, quelles sont les plateformes que vous consultez, quelles sont les plateformes que vous connaissez, etc. Et ça correspond aussi à des nouvelles manières d'envisager des équipements culturels, comment on repense les bibliothèques, comment on repense les centres dramatiques nationaux, les théâtres, etc. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien parfois d'avoir ce recul et ce temps long pour un peu dézoomer, de la manière que je recommande par exemple qu'on puisse, pour mesurer l'impact de l'émancipation artistique et culturelle, enfin l'éducation artistique et culturelle, qu'on ait par exemple des cohortes d'enfants qu'on puisse suivre sur 10 ou sur 15 ans. C'est pas en 6 mois que vous voyez l'impact. Par contre, vous verrez la différence entre des enfants qui auront eu accès à l'éducation artistique et culturelle, qui auront bénéficié de résidences d'artistes, de sorties, etc. Parce que vous verrez l'évolution de leur parcours individuel, scolaire, familial, sur 5, 10, 15 ans. Et c'est ça qui est intéressant à mesurer.